Ils échangent sur le fait qu'il y aurait une première guerre mondiale et que la première guerre mondiale qui aura lieu, donc c'est en 1871, la première guerre mondiale va arriver combien d'années plus tard? À peu près 40-50 ans plus tard, quarantaine d'années plus tard. Donc 40 ans avant la première guerre mondiale, ces deux hommes-là échangent sur le fait qu'il y a une première guerre mondiale qui arrivera et que cette première guerre mondiale-là aura pour but de renverser le pouvoir des tsars, protecteurs de l'Église orthodoxe, et mettre en place un État communiste et athée. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Complètement. Toujours en 1871, ces deux hommes-là qui sont en train d'échanger dans leur correspondance se parlent du fait qu'il y aura aussi une seconde guerre mondiale qu'ils planifient, et que cette seconde guerre mondiale aura pour but de renforcer le communisme comme l'antithèse de la culture judéo-chrétienne et de mettre en place un État sioniste en Israël. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Exactement ce qui est arrivé. Donc, pour vous remettre dans les faits, William Gicker découvre cette lettre en 1946. Donc on peut dire, il a tout inventé. Pour ma part, je lui donne du crédit parce que c'est un homme qui était dans les services secrets, qui a travaillé pour l'armée, qui avait un grand statut dans l'armée canadienne. Donc c'est un homme qui est crédible. Mais on peut mettre en doute, et beaucoup mettre en doute sa parole et ce qu'il a rapporté. Mais dans ce livre-là, William Gicker ne parle pas simplement de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale. Dans leur échange, Pike et Manzini parlent aussi d'une Troisième Guerre mondiale. Et voilà ce qu'ils disent par rapport à cette Troisième Guerre mondiale, qu'elle prendra naissance d'un conflit au Moyen-Orient entre judaïsme et islam pour s'étendre au monde entier. Est-ce que la Troisième Guerre mondiale est déjà arrivée? Non, pas encore. Est-ce qu'elle se profile à l'horizon? Et est-ce que ce que vous voyez se profiler ressemble un petit peu à partir d'une poudrière qui serait située du côté d'Israël? Complètement. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça a commencé avec le conflit judéo-palestinien, et là on est en train de s'élargir au niveau de tout le Maghreb avec les révolutions qu'il y a présentement, et peu à peu cette chose-là va prendre de l'essor. Alors aujourd'hui, la première confrérie Illuminati qui avait été créée à Ingolstadt, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, n'existe plus. Mais cette confrérie Illuminati qui avait été créée en Allemagne s'est développée un petit peu partout et a créé des branches un peu partout dans le monde. Notamment en Amérique du Nord, sur le campus d'une des universités de l'Ivy League, qui est l'une des universités les plus prestigieuses au monde, qui est l'université de Yale, aux États-Unis, en Amérique du Nord. Sur le campus de cette université, il y a une confrérie qu'on appelle le Skull and Bones. Avez-vous déjà entendu parler du Skull and Bones? Ouais? Ok. Alors, vous voyez ici, ça c'est l'une des représentations des Skull and Bones, avec le nombre ici 322, 322, 322. Et si on va dans Genèse 3, verset 22, par exemple, il est dit « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Donc, axé sur le fait que l'homme est devenu un Dieu. La divinité de l'être humain est toujours à la base des enseignements de Satan. Ici, vous avez les locaux des Skull and Bones à la Yale University. Ce local-là s'appelle la tombe, en anglais de tombe. Et c'est là-dedans, en fait, que sont pratiqués tous les rites des Skull and Bones. Donc les Skull and Bones, en fait, c'est quoi? Ce sont des jeunes étudiants qui ont dans la vingtaine et qui rentrent à la Yale University pour faire des études de droit, pour faire des études de tout un tas de choses différentes. Et ce sont des jeunes hommes qui viennent des familles les plus riches en Amérique du Nord, que ce soit les Bush, que ce soit les Kellogg's, beaucoup d'autres encore, les Rockefeller. Chaque année, 13 nouveaux membres sont amenés dans cette confrérie-là. Donc 13 jeunes hommes dans la vingtaine qui commencent leur licence, bachelor en anglais, sont amenés dans cette confrérie-là et sont initiés dans des rites assez particuliers dont on va parler. Voilà ce que nous dit Anthony Cyril Sutton, qui est mort en 2002 et qui a été notamment enseignant à UCLA, qui est une des plus grandes universités dans le monde, qui a étudié à Göttingen et UCLA et qui avait un doctorat en sciences de l'université de Southampton en Angleterre. Donc, Sutton a enquêté sur les Skull and Bones et voilà ce qu'il rapporte dans un livre intitulé America's Secret Establishment. Ceux de l'intérieur le connaissent comme The Order. Les autres le connaissent depuis plus de 150 ans comme le chapitre 322, chapter 322, d'une société secrète allemande. Plus formelle pour des raisons légales, The Order fut incorporé comme The Russell Trust en 1856. Il était aussi connu comme la confrérie de la mort. Ceux qui ont mis la lumière dessus s'amusent à son propos, l'appellent Skull and Bones, ou juste Bones. La branche américaine de cet ordre allemand fut fondée en 1833 à la Yale University par le général William Huntington Russell et Alphonso Taft, qui en 1876 devint secrétaire de la guerre dans l'administration Grant. Alphonso Taft fut le père de William Howard Taft, le seul à avoir été à la fois président
et chef de la justice des États-Unis. Donc ce sont des hommes de pouvoir. La question maintenant est de savoir qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir et quelle est leur pensée, ce en quoi ils croient. Et voilà ce que nous dit Sutton en continuant. Le rituel de l'ordre est un secret très bien gardé. Le plus que l'on puisse faire à ce stade est de mettre ensemble différents éléments du rituel et leur signification probable. L'extraordinaire secret lui-même est une partie du rituel. Les membres prêtent serment de ne pas parler de l'organisation, ses procédures ou ses objectifs. Chaque année, 15 nouvelles recrues sont soumises à ce qui a été décrit comme une horrible épreuve, d'après Rosenbaum, un autre personnage qui a étudié les Skull and Bones. Et voilà ce qu'il est dit. On peut entendre des cris étranges et des gémissements venant des entrailles de la tombe durant l'initiation. 4 éléments de la cérémonie d'initiation sont connus. L'initié doit mentir nu dans un sarcophage, il doit dévaler aux autres initiés les secrets de sa vie sexuelle, les patriarches sont vêtus comme des squelettes, agissant comme des lunatiques, ils observent sauvagement les nouveaux initiés en leur criant et hurlant dessus, les initiés doivent se battre nus dans la boue, assurément il y en a plus à savoir, mais derrière ce rituel se trouvent des aspects notablement sataniques. Des aspects notablement sataniques. Et l'homme qui écrit ce livre-là n'est pas chrétien. Donc des aspects notablement sataniques derrière ce rituel. Alors il y a le Skull and Bones qui est à l'université de Yale aux États-Unis. Il y a sur le campus de la Oxford University en Angleterre le groupe. Et puis ailleurs dans le monde, il doit y avoir certainement d'autres branches des Illuminati que je ne connais pas personnellement. Alors voici quelques membres des Illuminati, des Skull and Bones, à travers le temps. Alors on a Walter Camp, qui est le fondateur du football américain. Percy Rockefeller, qui était le fondateur de la Standard Oil Company. Aujourd'hui, c'est ExxonMobil, l'une des plus grosses capitalisations boursières au monde avec Apple. Il y a Harold Stanley, le fondateur de JP Morgan. Archibald MacLeish, co-créateur de l'UNESCO. Prescott Bush, qui était le père de George Bush et le grand-père de George W. Bush. Et ses 2 fils aussi sont membres des Skull and Bones. John Rockefeller Prentice, le petit-fils de John D. Rockefeller, le pionnier en insémination artificielle. George W. Bush, dont je parlais tout à l'heure. Frederick Smith, qui est le fondateur de FedEx. John Kerry. Donc vous vous souvenez, aux élections de 2004, vous aviez John Kerry contre George Bush. Donc l'un pour les démocrates et l'autre pour les républicains. Et les deux, en réalité, font partie de la même confrérie. Thèse, antithèse, toujours vous votez pour l'un ou pour l'autre, ça revient au même au final. Voter pour Sarkozy ou François Hollande, c'est la même chose. Vous avez juste dépensé de l'essence inutilement pour vous rendre au bureau de vote. C'est tout. Austin Goldsby qui est... je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque où j'ai construit ce séminaire-là en 2008, Austin Goldsby était membre du bureau de Barack Obama, était conseiller économiste de Barack Obama. Et puis on a pas mal d'autres ici, vous avez d'autres noms de Skull and Bones qui sont impliqués dans le monde plus spirituel, dans les églises et les mouvements spirituels en Amérique du Nord. Alors je vais vous montrer un extrait de l'émission Meet the Press, présentée par le journaliste Tim Russert. Dans cette émission-là, qui a été filmée à peu près aux alentours de 2004, là, juste avant les élections, George Bush est interviewé par Tim Russert, et George Bush va demander à Tim Russert va demander à George Bush s'il appartient au Skull and Bones et ce qu'il en est de son appartenance au Skull and Bones. Alors c'est en anglais, c'est court, puis je traduirai par la suite pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Okay? You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so sacred we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm wild. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. Ok. Là, Tim Russert interviewe George Bush et lui dit ceci: vous êtes tous les deux membres de Skull and Bones, en parlant de lui et Kerry. Et il lui pose la question: What does it mean for America? Qu'est-ce que cela signifie pour les Américains? Et George Bush lui dit: ça ne signifie rien d'autre que le fait que c'est un secret. Donc il ne dément pas, il dit simplement ça ne signifie rien d'autre, c'est un secret. Puis il ne rentre pas davantage dans le détail. Et là, Tim Russert renchérit, il lui dit nombre 322, un code, après il dit quoi, un complot, etc. Et, tout. Et puis George Bush dit je ne sais pas tout ce qui se dit sur Internet à ce propos de ça, et ils finissent la conversation là-dessus. Okay. George Bush, dans sa biographie intitulée Avec l'aide de Dieu, avoue être membre des Skull and Bones. Il dit en page 76, la dernière année de mes études à Yale, je suis devenu membre du Skull and Bones, une société secrète
si secrète en vérité que je ne peux en dire davantage, je m'y suis fait 14 nouveaux amis. Ça, c'est la cohorte de George W. Bush. Il est juste... Il est ici. C'est lui là. George W. Bush. Et ici, vous voyez ce qu'il y a ici là? Ça, c'est un vrai crâne. C'est un vrai crâne. C'est le crâne, en fait, les Skull and Bones aimaient à raconter que c'était le crâne de Geronimo. Geronimo, qui est le dernier Indien révolutionnaire qui avait été abattu aux États-Unis. C'est lui, Geronimo. Et donc, ils utilisaient le crâne de cet homme-là et les os de cet homme-là pour leur cérémonie. C'est très macabre. On ne parle pas du crâne d'un chien, là, c'est un crâne d'homme. Et là, vous avez John Kerry qui est interviewé toujours par Tim Russert dans la même émission Meet the Press sur MSNBC. Écoutez les questions que va poser Tim Russert à John Kerry. You both were members of Skull and Bones, a secret society at Yale. What does that tell us? Not much, because it's a secret. Is there a secret handshake? Is there a secret code? I wish there were something secret I could manifest. 322, secret number? There are all kinds of secrets, Tim, but one thing is not a secret. I disagree with this president's direction that he's taking the country. We can do a better job, and I intend to do it. And we'll be watching. Be safe on the campaign trail. John Kerry, thanks for joining us. And we'll be right back. Là, encore une fois, la même question qui est posée. Vous êtes tous les deux membres des Skull and Bones, la société secrète. Qu'est-ce que ça signifie pour les États-Unis? Rien de plus que c'est un secret. Et il passe à autre chose. Ok? Et pour vous montrer que concrètement, et c'est ça qui est important à réaliser, c'est que tout ce que vous voyez à la télévision, de façon générale, dans les émissions de télévision stupides qui passent, toutes les séries télé et les talk shows, toutes ces choses-là ne servent à rien, mais même le journal télévisé, tout ce qui vous est raconté au journal est simplement là pour vous divertir et vous éloigner de l'essentiel. C'est une pièce de théâtre. Le système politique dans le monde est une pièce de théâtre qui est là pour vous faire perdre votre temps, vous amener à être partisan de causes qui sont fausses, erronées. Imaginez pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, tous les hommes et les femmes qui sont engagés ou à défendre le communisme ou à défendre le libéralisme. Et chacun pensait être dans son libre arbitre, avoir fait le bon choix, alors qu'en réalité, des deux bords, c'était des moutons. Des deux bords, c'était des moutons. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous perdez votre temps en vous informant à propos de tout ce qui se passe présentement dans le monde et qui vous est présenté à la télévision. Tout est présenté de façon mensongère, est une perte de temps, là pour vous faire perdre votre temps concrètement. On va regarder une autre vidéo. C'est lors du passage de John Kerry dans une université américaine, peu après les élections de 2004. Vous vous souvenez que John Kerry avait abandonné les élections alors qu'il était censé les avoir remportées. Et un étudiant va justement lui poser la question, savoir pour quelle raison est-ce qu'il a abandonné. Est-ce que c'est parce que lui et George Bush sont tous les deux membres des Skull and Bones, la société secrète? Regardez quelle va être la réaction et ce qu'on va faire à ce jeune homme qui pose cette question-là, qui ose poser cette question à Kerry. Senator John Kerry spoke to a group of college students at the University of Florida today. One of those students got up and asked Kerry, among other things, why, if there really was such widespread voter fraud and voter suppression, had he conceded the 2004 presidential election to George Bush so easily. As the student became more and more worked up, and as Kerry tried to answer his many questions, the police moved in. Watch this. Were you a member of Skull and Bones in college and Bush? Were you in the same secret society? Well, that's all right. Let me answer his question. Excuse me, what are you arresting me for? Whoa, 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 whoa. Is anybody watching me? Okay, pretty ugly scene there, Tucker, but it gets worse. The University of Florida police officers warned that student at that moment that if he didn't stop resisting, he would be tased, as in tasered. If you listen closely here for the sound of a taser gun, you'll hear that they were not bluffing. Listen. I didn't do anything! Don't tase me, bro! Don't tase me! I can't do it!
So he got tased for asking John Kerry a strange question about the 2004 presidential election. You do the math on that one. And all those tough... Ok. Donc là, vous voyez, ce jeune homme, pour avoir posé cette question-là, s'est fait taser. La réaction a été assez violente quand même. Alors, quand on parle des Illuminati, quand on parle du travail des Jésuites et du Vatican, ça ressemble un petit peu de la science-fiction et ça a l'air assez éloigné. On disait tout à l'heure que l'un des noms que se donnent les membres des Skull and Bones, c'est la confrérie de la mort, the Death Brotherhood, la confrérie de la mort. Concrètement, le travail des Skull and Bones, du Vatican, des Jésuites, c'est ça. La Seconde Guerre mondiale, ce sont les Skull and Bones qui étaient derrière. Comme la Première Guerre mondiale. Les millions de Juifs qui ont été assassinés, 6 millions d'hommes et de femmes assassinés comme des bêtes dans les camps de concentration. C'est les Jésuites et le Vatican qui étaient derrière, à travers le Skull and Bones. Le père de George Bush qui finançait tout ceci. Prescott Bush, qui était le banquier des nazis. Et pour quelle raison est-ce qu'il y a eu ce déferlement de haine sur le peuple juif? La parole de Dieu, la Bible déclare que Dieu ne se repent pas des bénédictions qu'il donne aux hommes. Et Dieu a béni le peuple juif à travers Abraham. Et la Bible déclare par la bouche de Paul que viendra un moment où Dieu relèvera son peuple qui s'est éloigné de lui. La Bible dit que quiconque bénit Israël sera béni et quiconque maudit Israël sera maudit. Satan est le chef de ce monde et il a en abomination tout ce qui est plaisant et ce qui plaît à Dieu. Le fait que durant la Seconde Guerre mondiale, un peuple, le peuple juif, ait été assassiné comme on assassine un troupeau de bêtes, est un témoignage vivant que le Dieu que nous servons est vrai. Parce que si ça n'était pas le cas, pourquoi est-ce que des hommes et des femmes se ligueraient contre un peuple sans rien avoir à y gagner sur le plan simplement financier? Si vous prenez la traite négrière, il y avait un gain financier concret. Vous prenez des nègres, vous les amenez dans la Caraïbe, vous les faites travailler, vous ramenez du coton, vous ramenez de la canne à sucre, vous vendez ça, vous faites de l'argent. Prenez un juif, amenez-le au camp de concentration et tuez-le. Quel argent vous faites? C'est une perte nette. Il n'y a aucun gain sur le plan capital. La raison de la Seconde Guerre mondiale et du génocide qui a eu lieu se trouve sur le plan spirituel. De la même façon qu'à la naissance du Christ, le roi de l'époque, Hérode, a décimé toute la cohorte de Jésus parce qu'il savait que le Messie était pour s'en venir. De la même façon qu'à la naissance de Moïse, tous les jeunes hommes avaient été décimés parce que l'ennemi Satan savait qu'un libérateur était pour venir. De la même façon, Dieu ayant prédit qu'à la fin des temps, le peuple qu'il avait élu, le peuple juif, reviendrait à lui en grand nombre, Satan a pris les devants et a essayé de détruire ce peuple-là pour que la prophétie de Dieu ne se réalise pas. Et ce qui se passe aujourd'hui en Irak, au Maghreb et dans les autres parties du monde, les guerres qu'il peut y avoir sont faites par les mêmes hommes, les mêmes sociétés secrètes qui sont derrière. Donc on parle de choses qui sont très concrètes, très concrètes. Mais l'action de ces hommes-là et de ces femmes, l'action des Illuminati ne se résume pas aux guerres qui sont faites dans le monde. Leur action se retrouve essentiellement dans les modes de pensée, d'agir, de choisir et de faire qu'ils arrivent à vous inculquer à chaque jour. Vous êtes, en tant qu'occidentaux, dans vos façons de penser, d'agir, les priorités que vous avez eues dans vos vies, vous êtes le fruit de leur œuvre. Vous êtes le fruit de leur œuvre, pour beaucoup. À travers toutes les cultures qu'ils ont créées pour essayer de vous éloigner de Dieu et de ce qu'est réellement le christianisme, un renoncement total. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans d'autres présentations. Est-ce que la partie sur les Illuminati là qu'on vient de faire était assez pertinente? Ouais. On va parler maintenant des cultes sataniques et des hommes de pouvoir dans le Bohemian Club. C'est la dernière partie du premier point. Donc le Bohemian Club.